pour la petite anecdote, et ça je pense que mes proches s'en souviendront toute leur vie et moi encore plus, j'ai été admis à l'école des avocats et j'ai été admis, donc sur 120 admis, j'étais le 120e. Donc je peux te dire que en plus, quand on a les résultats de l'examen d'entrée à l'école des avocats, c'est une proclamation publique dans un amphithéâtre bondé de monde, et j'étais le dernier. Mon amie de l'époque, elle pleurait à côté parce qu'elle se disait c'est tout, c'est fini, il l'a pas. Moi, je ne tenais plus debout. En plus, on devait se lever à chaque fois et tout le monde nous applaudissait. Et en fait, quand ils ont annoncé mon nom à la fin, mes jambes me tenaient plus, j'ai pas réussi à me lever. Et il y avait une maman juste devant moi, qui s'est retournée et qui m'a dit oh, chapeau monsieur, parce que la dernière place c'est quand même la plus dure. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, des bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez Vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Bonjour maître, bonjour président. Bonjour Fred. Donc je reçois François pour sa double casquette, François Delarbre, donc maître François Delarbre qui est avocat en droit social au barreau de Lille. Il se présentera, il expliquera un petit peu tout son parcours et il est également président du club des entrepreneurs de Mouveau, qu'on appelle les movers. Voilà. Ça, c'est un petit jeu de mots et puis il nous expliquera puisqu'il était à la genèse de cette association. Donc un maître, un président, il nous dira ce que ça fait d'avoir ces 2 titres comme ça honorifiques, maître qu'on pourrait allier au maître Jedi et président qu'on pourrait savoir ce que ça fait que de dormir avec la première dame. Tu nous répondras à ces questions. Voilà, donc avant de rentrer dans qui il est et quel est son parcours et puis toutes les questions que j'ai envie de poser à un avocat et pourquoi j'ai reçu un avocat, on va d'abord démarrer par le classique maintenant du podcast, ce fameux portrait chinois pour lequel je vais déjà balancer les questions. C'est moins spontané, mais là ça lui permet là, de prendre ce petit temps. Ça fait que quelques secondes. Pour réfléchir, oui, ça fait 24 secondes en tout et pour tout. Alors on va démarrer. Premier point du portrait chinois. Si je te donne un lieu, je te demande un lieu, tu me dis Mouveau. Pourquoi Pourquoi Mouveau? Parce que Mouveau, figure-toi que ça fait quelques années que je suis mouvalois. Et surtout, Mouveau, c'est un endroit où j'ai fait plein de super rencontres. Mouveau, c'est là où j'ai créé les movers et je reviendrai d'ici quelques instants. Et c'est surtout là où j'ai pu te rencontrer. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'enregistre ce podcast avec toi. Tu te retrouves avec un casque sur la tête. Exactement. Et un micro dans la main. Ça m'arrive pas souvent. Original. Donc Mouveau, pour la petite parenthèse, pour ceux qui ne sauraient pas, on est juste à côté de Tourcoing, ville de Monsieur Darmanin. On est pas loin de la frontière belge, à quelques minutes en voiture de la frontière belge et pas loin de Lille, donc le nord de la France. Si je te demande un plaisir gourmand. Alors, figure-toi que je pense que je te répondrai le barbecue. Tu es dans le salé. Le salé en ce moment, parce que le barbecue, c'est vraiment mon activité favorite de la saison, parce que c'est quelque chose d'hyper convivial que je partage beaucoup avec mes amis, mais également avec ma famille. Donc en ce moment, ouais, c'est le barbecue. Moins en hiver, mais là on est en été, donc presque. Donc, Et est-ce que tu fais partie des spécialistes du barbecue ou tu aimes profiter du barbecue mais tu laisses les autres faire cuire? Je devrais laisser mes amis y répondre, mais en général j'y participe quand même activement. Ok, d'accord. Le 3e point, c'est une passion ou un passe-temps? Alors je suis passionné de voitures de collection. Voiture ancienne, D'accord. Et c'est un passe-temps que j'ai en ce moment et j'aime participer notamment à des rallyes voitures anciennes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Ok. Une super ambiance, super partage. En général, les gens sont vraiment top. Donc voilà. Eh ben tu vois, je découvre ça de ta personnalité. C'est ce que j'adore sur ce podcast et en général quand on essaye de s'intéresser un peu plus aux gens, on est tellement dans le speed, on bosse ensemble sur des trucs et on y reviendra, mais voilà, je découvre ça. Et le dernier point, ce serait si tu avais une rencontre ou une personnalité. Bah écoute, si on doit parler d'une rencontre, je parlais d'un président que j'ai rencontré, un président de la République française que j'ai rencontré il y a quelques années à la fac, Valéry Giscard d'Estaing. Ça a été vraiment une rencontre que j'ai faite et j'ai pu discuter, alors très rapidement évidemment avec lui dans l'amphi. Et... Tu veux dire très rapidement en temps, mais pas rapidement parce que c'est pas sa force de. Non, c'était non, pas non, sa force non, de parler mais vite. il nous a fait une conférence un jour sur le droit européen et c'était un Européen érudit évidemment. Et c'est vraiment, moi, c'est quelqu'un qui est arrivé, à l'époque, il avait déjà plus de 80 ans, je pense, et c'est quelqu'un qui m'a bluffé par son aura et par la qualité de sa parole. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai rencontré à la fac. Okay. Ça devait être en 2011 ou 2012, tu vois, ça fait... Ça ne rajeunit pas. Non. Ok. Eh ben écoute, merci d'avoir joué le jeu du portrait chinois. Et maintenant, ça va être toi qui vas... prendre la parole. Tu vas nous expliquer un peu qui tu es pour qu'on apprenne un peu à te connaître et puis ensuite on rentrera dans ton parcours et savoir ce qui t'a amené à devenir avocat. Est-ce qu'il y avait une vocation? Est-ce qu'il n'y a pas une vocation? Vas-y, la parole est à toi. Alors, qui je suis? Qui es-tu? Je dois commencer en 1987 ou... Donc, c'est ton année de naissance. Voilà, donc j'ai 34 ans. Je suis père de 2 enfants, Alix et Edgar, qui m'apportent un rayon de soleil quotidien dans ma vie. Et je suis, à côté d'être père, et ce qui m'occupe quand même beaucoup, je suis avocat. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis avocat au barreau de Lille. Une petite bougie à souffler? Bientôt, le fin octobre. Fin octobre, ça fera 9 ans précisément, et du coup, je fêterai bientôt les 10 ans de bar, comme on dit. On dit 10 ans de bar? Oui, 10 ans de bar. Ça fait 10 ans que j'ai passé le barreau, 10 ans que j'ai prêté serment, 10 ans que je porte la robe. Donc, justement, il y aura des questions à poser. Est-ce que vous êtes habillé sous la robe? Ça, je le dirai après, mais je laisse un petit peu de suspense. Alors, moi, avant qu'on aille plus loin dans ton parcours, moi, c'était important de te recevoir sur le podcast. Effectivement, les gens pourraient se dire, entrepreneur, etc. Mais au plus je t'ai côtoyé, au plus on a été amené à partager et puis ensuite à travailler ensemble, et on expliquera comment on travaille ensemble aujourd'hui, au plus je me suis rendu compte qu'en fait, contrairement à ce que j'avais comme idée, l'avocat, en fait, c'est avant tout un entrepreneur. On n'a pas cette sensation-là, je pense. En général, on a plutôt l'image et l'étiquette de l'avocat avec une grosse voiture, avec la belle montre et avec plein d'argent. Et c'est une fausse idée, on en a beaucoup parlé, donc on va rentrer dans le détail de tout ça. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai voulu te recevoir sur le podcast. Et bien sûr, l'autre raison, c'est parce que tu es président d'une association et les associations sont les bienvenues dans Allez Vas-y. Voilà, les gens qui s'engagent et qui prennent du temps pour les autres et font ça bénévolement sont les bienvenus sur le podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment t'es venue cette idée ou cette vocation? Est-ce que ça a été très jeune? T'as eu une rencontre ou deux ou quelqu'un qui est venu se présenter au collège en disant Forum des métiers, je suis avocat, et t'as dit ou est-ce que c'est un autre cheminement et tu t'es retrouvé dans le fin fond de la fac de droit, tu as dit qu'est-ce que je vais faire? Avocat. L'histoire est tout autre, figure-toi. D'accord, je t'écoute. Je suis tout oui. Ça fait, alors très jeune, j'ai voulu embrasser une profession judiciaire, mais je ne voulais pas être avocat initialement, pour la petite anecdote. Et je vais peut-être casser un mythe, mais je regardais beaucoup des séries policières et figure-toi que je regardais beaucoup Julie Lescaut quand j'étais jeune. Oh, mon Dieu, le podcast vient de s'arrêter. Oui, là je suis désolé, mais je brise la glace d'un mythe. Et je voulais, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, je voulais devenir commissaire de police. Okay. Et en parallèle, ma mère regardait beaucoup les Cordiers juges et flics. Oh, mon Dieu. Ça nous rajeunit pas non plus. Le combo.
Bruno. Et donc, mes voilà, parents regardaient dans aussi, les corps des alors, juges et flics, tu avais à la fois le commissaire de police et le juge d'instruction. Et effectivement. donc, m'intéressant à la profession judiciaire, aux professions tournées vers le droit, j'ai finalement commencé à évoluer dans mon envie quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie. Et j'étais finalement très attiré par la profession de magistrat. Je voulais être magistrat, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Je voulais être juge d'instruction ou juge pour enfants initialement. Donc tu vois, c'est finalement assez loin de ce que je fais aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je suis spécialisé en droit social et plutôt côté droit des affaires, donc tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et quand j'ai passé mon bac, c'était l'époque de l'affaire Doutreau. Ok, ouais. Donc fameuse affaire dans le Nord-Pas-de-Calais, hein. Donc dans le Pas-de-Calais, mais dans la région Nord-Pas-de-Calais, on a beaucoup entendu parler, on a été montré du doigt pour cette affaire. Un gros scandale judiciaire où le juge d'instruction, le juge Burgot, avait laissé une trop grande place à la parole des enfants. Et en fait, le rôle du juge d'instruction et le pouvoir qu'il avait entre les mains et les vies finalement qu'il a détruites via cette affaire, ça m'a finalement, en quelque sorte, écœuré de la profession. Ça m'a, je ne sais pas si c'était effrayé, dégoûté, mais en tout cas, j'ai ressenti quelque chose qui m'a fait dire c'est pas un métier pour moi. Donc je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup lu. J'ai commencé quand même mes études de droit en parallèle, donc ça m'a permis aussi d'apprendre, commencer à mettre mon nez dans les codes, dans le code civil, le code pénal, le code du travail. Et je me suis rendu compte finalement que voilà, le métier de magistrat, c'était pas forcément ce qui m'attirait le plus. Et de fil en aiguille, alors la fac en France est faite de telle sorte que tu fais pas beaucoup de stages pendant tes études, mais mon père m'a poussé, on peut dire ça, vraiment poussé à faire des stages pendant mes études et je le remercie parce que ça m'a permis dès ma deuxième année d'intégrer en stage de découverte un cabinet, parce qu'à l'époque je faisais mes études à Douai, un cabinet généraliste à Douai d'avocat, et j'ai vraiment adoré cette profession. J'ai trouvé ça hyper intéressant, même si à l'époque c'était un cabinet où on faisait plutôt du pénal et c'était pas ce qui m'attirait le plus. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai fait un deuxième stage en troisième année dans un autre cabinet d'avocats. Et figurez-vous que c'est le cabinet d'avocats dans lequel j'exerce aujourd'hui depuis 8 ans. Donc énorme. C'est quand même beau de le souligner parce que j'y suis retourné après, même si entre deux j'ai eu d'autres expériences. J'ai quand même fait un petit passage à la cour d'appel entre deux avec le premier président de la cour d'appel de Douai à l'époque pour découvrir quand même de l'intérieur le métier de la magistrature, qui est quand même un très très beau métier puisque j'ai touché du doigt un tout petit peu à mon tout petit niveau, mais c'était vraiment un stage très très intéressant, mais qui m'a conforté dans l'idée que je voulais plutôt embrasser la profession d'avocat que la profession de magistrat. Ok, et quand tu es dans tes études et qu'au fur et à mesure ça commence à se construire, est-ce que rapidement il y a cette volonté d'aller vers le droit social ou tu restes assez ouvert ? Alors au tout début, les 2 premières années de droit, c'est quand même très compliqué parce que c'est hyper théorique. On fait du droit de la famille, du droit pénal de base, du droit administratif, c'est quand même pas très intéressant. Et dès la 3e année, on commence à faire du droit du travail. Et en fait, le droit du travail, c'est un droit qui est ultra particulier, qui est soumis à des règles de procédure très particulières et qui est très, très, très franco-français. Et c'est un droit qui m'a très vite intéressé parce que tu arrives à te projeter très rapidement, parce que tu connais forcément, tu as tes parents qui travaillent, qui ont un contrat de travail ou qui ont une entreprise, et donc ça te fait référence à des choses que tu connais, des choses personnelles. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de faire un stage donc, dans mon cabinet actuel, à l'époque en 2008, avec Laurent Iter, qui m'a fait découvrir le droit social, derrière finalement la facette du cabinet d'avocat, sur le côté pratico-pratique, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ouais. Et alors, je vais faire une parenthèse. Je laisse souvent la parole à mes invités, mais là je vais faire la petite parenthèse pour expliquer aussi ce qui m'a motivé à recevoir un avocat. Donc quand tu parles de tes études, j'ai fait des études de droit. Oui, moi aussi. Ah bon ? Oui, j'ai Bravo. fait des études de droit. Et donc, quand tu parles de la première et deuxième année, oui, je confirme à 100%. J'étais parti dans l'idée de dire je veux devenir avocat. Comme toi, par rapport au juge, je me suis retrouvé à un moment où je me suis dit, je sais plus ce que j'ai vu à la télé, mais à un moment, j'ai vu un truc avec avocat commis d'office. Et je voyais l'avocat qui défendait, vraiment, je me souviens plus de l'histoire, mais qui défendait quelqu'un qui était pour moi indéfendable.
Alors que bien sûr que tout le monde a droit à sa défense, mais j'étais dans ce côté-là et je me suis dit, oh, j'ai pas envie de faire ça. Et je dirais que dès la fin de la 2e année, j'avais dit, je veux plus être avocat. Et j'ai découvert le droit social, comme tu viens de le dire, et donc je confirme à 200%, c'est un droit où on se projette très vite, où on se dit, ah c'est concret. C'est autant quand on est sur le code civil, alors, les époux se doivent machin, truc, bazar. Bref, mais le droit social, effectivement, donc je comprends à 100% ce que tu partages. Maintenant, la question, elle est par rapport au droit social où on se projette facilement. Comment on se dit avocat en droit social? Parce que comme on se projette facilement sur le droit social, on a des fois tendance à être plus vers juriste d'entreprise, vers d'autres professions, ce qui est mon cas, je suis parti plus vers la branche RH. Qu'est-ce qui a fait... c'était quoi l'idée de l'avocat? Est-ce qu'il y avait ce côté défense pour tous, le droit à la défense pour tous? Il y avait un côté pas clair encore pour toi et tu te disais, je vais avancer. C'est un peu ça, en fait, si tu veux. Et je peux pas dire qu'il y a eu un déclic un jour. Faut pas se leurrer. Il n'y a pas un moment donné, je me suis réveillé et je me suis dit, ça y est, je sais, je veux être avocat et je veux porter la robe. Non, pas du tout. En fait, je pense que c'est les expériences de la vie et surtout les expériences de stage qui m'ont permis d'affiner mon choix et de me dire, tiens, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et là où tu disais qu'on a le droit à la défense pour tous, moi, c'est quelque chose qui compte quand même beaucoup pour moi. La justice et les injustices, c'est quelque chose qui me crée une vraie réaction épidermique, les injustices. Et pour autant, je ne serais incapable de défendre quelqu'un qui a commis un crime, un viol, tout ce que tu veux, parce que c'est pas mon métier et je pense que ça me poserait un vrai problème moral. Autant je suis avocat spécialisé dans le conseil d'employeurs, donc je passe souvent pour le méchant finalement dans l'histoire et j'estime qu'on a en effet tous, et c'est un vrai principe fondamental dans notre République, c'est qu'on a tous le droit à une défense et c'est ce côté-là de pouvoir défendre l'employeur dans certaines situations où il faut arrêter de croire que l'employeur c'est toujours le méchant dans l'histoire, qui m'a fait dire que ce métier d'avocat, à la fois sur l'aspect conseil, parce que moi je fais à 80% du conseil, mais à la fois sur l'aspect contentieux, de pouvoir aller mettre la robe et de défendre une vraie histoire, de raconter une vraie histoire d'un entrepreneur qui a des salariés et avec qui il a des difficultés, c'est vraiment quelque chose qui m'a extrêmement plu très rapidement à l'occasion des stages que j'ai effectués. Ok. Et on reviendra de toute façon sur ce côté employeur, sur ce côté médiation aussi, qui est un plus pour toi. On en reparlera, mais je dévoile des petits trucs comme ça au fur et à mesure. Comment ça se passe? Donc tu as un bac+4. Est-ce que tu étais encore dans le schéma maîtrise ou c'était déjà devenu le master? C'était déjà LMD. Ouais. Et moi, j'ai un double bac +5 en fait, en réalité. Donc, l'école des avocats, tu peux passer l'examen d'entrée à bac +4, donc au master 1. Ouais. Moi, j'ai décidé de le faire après mon bac +2. Donc, je me suis spécialisé à l'occasion de mes études en droit des affaires en M1, puis en droit social en M2. Donc, tu veux dire que tu as passé avec ton master 2, tu as été dans le truc? Non, alors après le Master 2, en fait, une fois que j'ai obtenu mon Master 2 avec un diplôme de juriste conseil en entreprise, le DJCE, j'ai décidé de prendre une année pour me consacrer à l'examen d'entrée, qui est quand même un concours relativement difficile. Et donc j'ai mon bac +5, j'ai pris un an, j'ai fait ensuite 18 mois d'école. Donc tu vois, je suis sorti après de longues études, parce que c'est vrai que c'est assez long pour devenir avocat, mais je regrette pas, parce qu'en fait, si tu veux, tu peux intégrer l'école des avocats en Master 1. Master 1, t'as quoi? T'as 22 ans, 21... Ouais, 21 ans. 21 ans, ouais. Donc tu sors de l'école à 22 ans et demi. 22 ans et demi, j'estime personnellement que tu es beaucoup trop jeune pour être avocat. Mon Dieu. Franchement. Et encore, moi je suis sorti de l'école, j'avais 25 ou 26 ans et déjà je me sentais trop jeune, tu vois. Et puis tu étais plus mature que les autres, tu avais regardé Cordier juger flic, juger esco, c'était quelqu'un de posé déjà. Exactement. La question qui se pose, c'est, on fait une petite parenthèse, mais imagine, il y aurait eu Netflix à l'époque, qu'est-ce que tu serais devenu? Peut-être, je ne sais pas. Tu serais peut-être Breaking Bad, tu vois, peut-être. Ou j'aurais regardé Suits et puis je serais devenu avocat aux États-Unis. Aussi possible. Et ça, je veux vraiment dire que Suits, c'est une très bonne série, mais ça n'a rien à voir avec le métier d'avocat en France. Hein, merde, t'es déjà en train de répondre à des questions que j'avais posées sur la perruque et tout, machin, les trucs, tous les trucs du justiciable. On me demande tout le temps si je suis Harvey Specter. Bah non, je ne suis pas Harvey Specter.
Objection, votre honneur. Non, ça Non, tu n'existe fais pas. pas. Ah Ça merde. celui Putain, qui fait ça en plaidoirie, je peux te dire qu'il se fait sortir Manu Militari de la salle d'audience. Réponse à ma question que j'avais dans ma tête. Celle-là, elle était prête dans la tête. Les autres, j'en sais rien, on va se laisser guider, mais celle-là était prête dans la tête. Il n'y a pas de marteau alors pour le juge? Et non, pas de marteau. C'est pas drôle. Ça, c'est uniquement pour les ventes aux enchères, pas de marteau. C'est chez Sophie Davant. Exactement. Des références. Donc, tu réussis ton examen du premier coup? Oui. D'accord. Ça a été très difficile. Ouais. Très très difficile pour la petite anecdote. Et ça, je pense que mes proches s'en souviendront toute leur vie et moi encore plus. J'ai été admis à l'école des avocats. J'ai eu les écrits, puis après tu passes des oraux et un grand oral. Et j'ai été admis, donc sur 120 admis, j'étais le 120e. Donc, je peux te dire que, en plus, quand on a les résultats de l'examen d'entrée à l'école des avocats, c'est une proclamation publique dans un amphithéâtre bondé de monde. Wow. Et j'étais le dernier. Ah, ça veut dire qu'ils annoncent dans l'ordre. Du premier au dernier. J'étais le dernier. Je peux te dire que c'était une horreur. J'avais demandé à mes proches à côté de moi en disant, vous comptez, on est à peu près 120. Mais sauf qu'au bout de 10 personnes, tu t'as complètement oublié. J'avais mon amie de l'époque, elle pleurait à côté parce qu'elle se disait, c'est tout, c'est fini, il l'a pas. Moi, je ne tenais plus debout. C'est un loser. En plus, on devait se lever à chaque fois et tout le monde nous applaudissait. Et en fait, quand ils ont annoncé mon nom à la fin, mes jambes me tenaient plus. J'ai pas réussi à me lever. Et il y avait une maman juste devant moi, qui s'est retournée, qui m'a dit chapeau monsieur, parce que la dernière place c'est quand même la plus dure. Oui, au fond t'as peut-être eu la meilleure émotion par rapport. Et au final, franchement, peu importe, parce que ça reste un examen et ça ne préjuge pas des places pour la sortie de l'école. C'est juste un examen d'entrée où il faut avoir 10 de moyenne, donc j'avais eu 10 de moyenne. Et ça détermine pas l'endroit où tu vas travailler. Pas du tout. Parce qu'il y a des professions où c'est comme ça. Là, c'est pas du tout le cas. Donc à la limite, peu importe. Mais ça a été vraiment un long moment dans ma vie de devoir attendre les résultats, parce que j'avais tout donné pendant un an. J'avais fait une prépa d'été hyper intense et en fait je m'étais dit, de toute façon, si je l'ai pas, je pourrais pas faire mieux, je sais pas ce que je peux faire de mieux. Et en fait j'ai su après coup où j'avais péché, et figure-toi que c'est l'anecdote, je pense, de mes études de mes études d'avocat, c'est que la matière phare et l'épreuve phare au concours d'avocat, c'est le grand oral. Donc c'est la toute dernière épreuve. Tu passes un oral où tu dois discuter, tu dois parler pendant un quart d'heure, 20 minutes d'un sujet juridique, un monologue du coup, et ensuite tu as à peu près 15 minutes de questions-réponses avec un jury qui est composé d'un magistrat, d'un confrère avocat et d'un universitaire. Et j'avais tiré au sort, alors c'est pas moi qui avais tiré au sort, on était deux à préparer dans la salle et je lui en veux beaucoup à cette jeune dame, je devrais la retrouver. Elle avait tiré le sujet « Vivre sans contrainte, est-ce possible ?» Donc elle l'a tiré pour toi? Pour nous deux. Ah, pour nous les deux, deux on passent passait dans deux salles différentes. D'accord, ok. Et donc elle tire au sort et là elle lit. C'était en quelle année? C'était en 2011. Donc mademoiselle, si vous avez tiré le petit papier de François Delabre, peut-être vous vous souvenez, vous avez été au barreau de Lille, donc si vous êtes toujours avocate et tout, je sais pas si elle vous êtes welcome sur le podcast. Je veux bien même venir vous enregistrer pour en parler. On avait 1 heure dans une salle pour préparer, donc on avait accès à tous les codes qui existent, et on avait 1 heure pour préparer. Et quand elle a tiré au sort, qu'elle a lu le sujet, j'ai vu sa mine déconfite, redonne-nous le sujet. Décomposée. Vivre sans contrainte, est-ce possible? Alors, chers auditeurs, vous avez 1 heure. Ouais. Et vous me faites un plan en 2 parties de sous-parties parce qu'on est des juristes. Et donc, je peux te dire que franchement, ça a été un long moment de solitude, mais néanmoins, il s'avère que c'est une épreuve qui est publique, donc comme je passais le premier jour de la semaine, j'étais un des tout premiers à passer, la salle était bondée. Et j'ai retrouvé des gens derrière, à l'école des avocats, qui m'ont dit « Ah, mais c'est toi qui as eu le sujet Vivre sans contrainte, est-ce possible ? Ah, mais c'est un sujet hyper difficile, mais tu t'en es super bien sorti, ton plan de partie de sous-partie, on n'aura jamais réussi à faire aussi bien. » Je dis « Ah oui, d'accord. Et sinon, t'as eu une bonne note ?
Comment dire? Mais je la donnerai à la fin de ma petite anecdote, la note, parce que sinon vous n'allez pas écouter la suite. Donc je fais mon plan, voilà, de partie de sous-partie, je fais mon truc, je tiens la route, a priori, pendant un quart d'heure, 20 minutes, puis après viennent les questions, les réponses. Donc on me demande des questions sur la contrainte judiciaire, sur ce genre de choses, sur des trucs très juridiques, puis après on évolue sur l'actualité, parce qu'on nous a toujours dit à l'école, quand on préparait le concours d'entrée à l'école, attention, on peut vous demander les 12 dernières Miss France, quels sont les derniers présidents de la 5e République, et là, mon futur confrère, l'avocat qui siégeait, me dit « Cher monsieur, pouvez-vous me dire qui est Babar ?» Ah, ok. Qui est Babar ? Vous avez senti ce vide intersidéral quand il a posé... Je peux vous dire qu'il y a eu le même dans mon esprit ce jour-là. Et là, je me suis dit, où veut-il en venir ? Donc, je lui réponds, évidemment, parce qu'on m'avait toujours dit, attention François, tu dois toujours avoir réponse, même si tu sais pas, il faut que tu trouves un moyen il faut pas qu'il y ait un blanc. Donc, je lui réponds à ce cher confrère. Tu savais qui était Babar ? Oui, donc je lui dis, Babar, je lui réponds du tac au tac, écoutez, Babar, c'est le roi des éléphants. Et j'entends l'assemblée, très importante derrière moi, rigoler. Donc je me dis, bon, c'est sympa, j'ai détendu l'atmosphère. Et là, il prend un visage sévère, il me regarde et il dit, non, mais monsieur, pouvez-vous me dire plus précisément qui est Babar ? Donc là, je fais appel à ma mémoire d'enfant et je dis, écoutez, Babar, c'est le roi de Célesteville, le mari de Céleste, qui a été adopté par une vieille dame et qui a 3 enfants, je crois, je ne sais plus, Arthur, bref, je me souviens plus des prénoms là aujourd'hui. La vache, mais sommes incapables, moi. Incapable. Déjà. Et j'avais pas d'enfant à l'époque, donc j'avais pas revu Babar depuis peut-être 20 ans. Donc, je te fais une parenthèse, quand tu as dit qui est Babar, dans ma tête, c'est la chanson. Oui. Mon cousin. Voilà, excusez-moi, je me suis mis à chanter sur mon podcast. Je l'avais encore jamais fait. Et donc, de nouveau, l'assemblée rigole encore de plus belle et je me dis, bon, c'est bien, j'ai détendu l'atmosphère. Et là, il dit, bon, maintenant, on va peut-être arrêter de rigoler 2 secondes. Est-ce que vous pouvez me dire sérieusement qui est Babar dans l'actualité ? Je dis, écoutez, monsieur, je suis désolé, c'est une information peut-être qui m'aura échappé, mais je vois vraiment pas où vous voulez en venir. Bon, écoutez, vous pourriez le savoir, Babar, c'est Luc Ferry qui a nommé François Hollande Babar. On était en pleine présidentielle entre Hollande et Sarkozy, je crois, à l'époque, me semble-t-il. Et donc, je lui réponds, je suis navré, cher monsieur, c'est une information qui m'aura échappé. Je sais que Jean-Luc Mélenchon a qualifié François Hollande de capitaine de pédalo en pleine tempête, mais malheureusement, cette information m'avait échappé. Et en fait, il s'est avéré, parce que j'avais écouté les informations jusqu'à la minute avant de rentrer dans la salle d'examen, parce que je savais qu'on allait me poser des questions sur l'actualité, que cette information était sortie au JT du 13h, que j'avais commencé ma préparation d'examen à 12h30, donc je ne pouvais évidemment pas avoir cette réponse, et il m'a taclé là-dessus. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il m'a donné une très mauvaise note à mon examen, mais en tout cas, visiblement, ma réponse ne lui a pas plu, parce que j'ai eu 10,5 sur 60, Ah oui. Donc vous ferez le calcul sur 20, okay. Mais je préfère pas le faire. Oui, non. En tout cas, ça m'a pas empêché d'avoir l'examen d'entrée. C'est ce bonheur que j'aime dans le côté pouvoir, abuser de son pouvoir. Ouais, non, mais... Et donc aujourd'hui, chez moi trône une peluche Babar que j'ai offert à ma fille à sa naissance. Parce que mes parents, pour me féliciter d'avoir eu cet examen et après l'anecdote que je leur avais racontée, m'ont offert une peluche Babar. Et j'en suis très très fier de cette peluche. Je suis en train de me rendre compte de la portée de ce que tu viens de raconter quand même, parce que tu vas te manger des babars c'est pas grave, pendant un petit j'assume. temps. Okay. Ça fait partie de ton histoire, c'est partie de ta vie. Et donc, tu as cet examen, et une fois qu'on sort, et ça c'est important pour moi, une fois qu'on sort de l'examen, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a l'examen d'entrée, donc ça c'était l'examen d'entrée, ce qu'on appelle le concours d'avocat, et ensuite tu fais 18 mois de formation. 6 mois de formation théorique à l'école, où tu apprends quand même pas grand chose. J'espère que j'ai pas de professeur de l'école des avocats qui m'écoute, mais franchement, t'en as tellement chié avant qu'au final, c'est quand même assez cool. Et ensuite, tu fais 2 fois 6 mois de stage, 6 mois de stage en dehors d'un cabinet d'avocats pour t'ouvrir sur autre chose. Et là, j'avais décidé de faire ça dans un service juridique en droit social chez Pimki.
au siège juridique droit social de Pimki. C'était une expérience passionnante. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Fabien Mullier à cette occasion-là, qui est un mover, voilà, de notre club d'entrepreneurs de Mouveau. Et ensuite, j'ai fait un stage de 6 mois de fin d'études à l'école des avocats que j'ai fait chez Ernst & Young à l'époque, EY, et qui m'a permis de trouver mon premier job. Mais quand tu sors, donc après tu passes un examen de sortie, qui est juste un examen, qui est en général une formalité et que j'ai très bien réussi. Mais quand tu sors, en réalité, t'es comme si tu étais médecin généraliste, c'est-à-dire que tu n'as aucune spécialité, juridiquement et légalement parlant. Tu peux exercer, tu peux poser ta plaque et dire demain, j'exerce, je fais du droit de la famille, du droit pénal, du droit social, ce que tu veux. Et autant te dire que quand tu sors de l'école des avocats, tu sais vraiment pas faire grand-chose. Donc, c'est les expériences et les stages qui te permettent après d'apprendre et de choisir finalement la spécialité dans laquelle tu veux t'orienter. Moi, c'est mes expériences, 1, de master et 2, mes expériences de stage qui ont fait qu'après, je me suis spécialisé en droit social. Et donc, quand tu arrives, tu t'es fait embaucher dans un cabinet ? Oui. Et quand tu arrives, est-ce que... C'est peut-être la légende, mais tu plaides pas tout de suite, j'imagine, et tu es plutôt à... gratte-papier et bouffeur de textes et autres. En quelque sorte, tu vois, j'étais donc chez Ernst & Young à Lille, qui est une superbe boîte, et ça a été une très très bonne école pour moi d'apprentissage. Mais quand tu débutes, 1, tu rencontres pas les clients, 2, tu restes dans ton bureau derrière ton ordinateur et derrière ton code du travail, tu rédiges des consultations, tu rédiges des conclusions, et le jour où il faut plaider le dossier, c'est l'associé qui plaide ou le senior manager qui plaide, parce que on te dit que c'est le client qui veut, parce que c'est pas dans l'image de ce genre de cabinet et on estime que tu n'as pas suffisamment d'expérience. Donc, je mettais la robe uniquement quand je devais aller demander un renvoi à une audience. C'est-à-dire que le dossier n'était pas prêt et j'allais voir le juge en disant « Est-ce que vous pouvez nous donner un délai complémentaire parce qu'on n'est pas prêt ?» Et c'était très frustrant en réalité, mais voilà, c'est la politique de ce genre de cabinet. Et est-ce que tu es dans le côté si le dossier est bien préparé, c'est normal, et si le dossier, il y a une petite coquille, t'as mal fait ton taf? Comment te dire, si j'acquiesce de la tête, ça se voit ou pas dans le podcast? Non, mais vas-y, tu peux balancer, je ferme les yeux. Non, c'est complètement ça. Franchement, dans ce genre de cabinet, je dénigre pas mon expérience du tout, parce que ça a été très 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 formateur, une école de la rigueur vraiment très très forte, mais néanmoins, c'est le genre de situation où si tu as très bien fait, en général, c'est l'associé qui en prend les lauriers auprès du client, et c'est quand même ce qui est le plus valorisant pour un avocat d'avoir les félicitations de son client. Par contre, si tu as fait une faute d'orthographe et que tu n'as pas mis la virgule au bon endroit, t'en entends parler pendant un certain temps. J'imagine. Ce qui a fait que du coup, j'ai décidé de quitter ce genre de cabinet pour intégrer une structure beaucoup plus à taille humaine et où j'y suis aujourd'hui depuis 8 ans, tu vois, et je suis associé tout récemment pour te dire à quel point, merci, pour te dire à quel point c'est quelque chose qui maintenant qui me plaît beaucoup plus d'être dans un cabinet à taille beaucoup plus humaine, avec un contact client, et puis je peux aller plaider quand j'ai envie d'aller plaider des dossiers. Voilà, c'est quand même bien mieux. On va revenir sur un sujet, celui de l'argent, parce qu'on en a parlé ensemble à plusieurs reprises. Et puis ensuite, tu nous expliqueras un petit peu le côté associé, parce que je pense que ça aussi, il y a un côté américain. Je suis associé, je gagne 500 millions. Ça c'est loin du compte. Quand tu arrives comme ça, jeune avocat, je ne sais pas si tu veux nous partager à peu près le salaire. Tu n'es pas obligé de nous donner ton salaire que tu as gagné à l'époque, mais au moins une fourchette pour que les gens se rendent compte que tu sors de X années d'études et que tu ne gagnes pas 500 000 euros par mois. Ah non, ça c'est clair, parce que quand tu sors de l'école des avocats, tu es profession libérale. Donc déjà, tu n'es pas salarié, sauf de très rares cas exceptionnels dans certains cabinets, où moi c'était le cas dans mon premier cabinet, j'étais salarié, mais néanmoins 95% des confrères qui sortent de l'école des avocats sont collaborateurs libéraux, et tu débutes donc en général, tu n'as pas de minimum légal, tu n'as pas de SMIC, ça n'existe pas le SMIC chez les avocats, et donc tu débutes avec ce que tu négocies avec ton cabinet pour lequel tu travailles, et pour lequel tu n'es pas salarié, tu as une relation finalement un peu, pour simplifier les choses, peut-être de sous-traitance, ce qui serait le plus facile à comprendre, je pense. Et nous, donc en fonction des barreaux, tu as un minimum qui est négocié par un syndicat, le syndicat des jeunes avocats. Et à Lille, on a un minimum qui est négocié. Et à l'époque, quand j'ai commencé à exercer, le minimum, il était de 2 200 €. Ce qui est
un montant qui peut paraître intéressant, qui est vraiment pas grand-chose. C'est du brut. Parce qu'en fait, c'est même pas du brut, parce que c'est pas du salaire. Donc, c'est-à-dire que tu payes tes charges et qu'il faut pas oublier qu'on est indépendant et qu'on paye des charges URSSAF, des cotisations, etc. Et qu'il faut, bon an, mal an, déduire entre 30 et 40%. Et il y a énormément de confrères qui débutent et qui restent très longtemps à ce niveau-là, et qui ne gagnent même pas l'équivalent du SMIC pendant de très nombreuses années, voire pendant toute leur carrière. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit à François, viens sur le podcast, même si à la base, on va être transparent, tu me dis, bon, je suis avocat, mais moi, c'était cette partie-là où, à un moment, on colle beaucoup d'étiquettes. Alors, bien sûr, qu'il y a des avocats qui ont une très, très belle montre, une très belle bagnole et autres, et c'est comme pour tout, c'est la même chose pour les entrepreneurs, et c'est pour ça que je trouvais le parallèle super intéressant, exactement. Parce que moi, le réflexe, c'est qu'on va me dire donc tu es entrepreneur, alors machin. Bah non, en fait, je roule avec ma Yaris, voilà, et ça me va très bien, je m'en fous. Mais clairement, on a tendance à dire, entendre dans des manifs des fois patron salaud. Bah, sincèrement, je vais faire la petite parenthèse que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Si vous trouvez que votre patron est un salaud, c'est peut-être le cas, c'est possible, il y en a, j'en ai croisé, j'en ai vu, j'ai vu des trucs pas top aussi. Mais regardez votre fiche de paye, la partie charge patronale. Charge patronale, j'ai bien dit, j'ai pas dit charge patronale. Et vous verrez que quand votre patron il vous verse 2000, 3000, et vous verrez combien ça coûte. Et souvent, c'est vous rajoutez 1500, 2000 euros avec derrière. Et donc, tous les mois, il faut sortir ça. Alors, bien sûr, il y a des patrons qui ont les moyens d'eux, mais à la base, ils ont peut-être investi de l'argent. Ils ont peut-être tout risqué leur maison et ainsi de suite. Donc, c'était pour ça, vraiment, que je voulais te recevoir pour expliquer, bien sûr, ce qu'est le parcours d'un avocat, parce qu'on se fait plein d'idées. Les séries françaises, américaines faisant le travail. Mais il y a aussi ce côté argent qui rentre bien sûr, et on dit toujours, de toute façon, dès qu'un avocat se plaint de sa situation, on dit oui, c'est bon, de toute façon, avocat nanti. Avocat nanti, le nombre de fois où on peut l'entendre, où je l'ai entendu, sauf qu'en réalité, le problème, et c'est comme dans pas mal de secteurs d'activité, et comme chez les entrepreneurs, de la même manière, on fait des moyennes. Quand tu regardes les études qui sont faites et sur la rémunération moyenne des avocats, forcément, la moyenne, elle est relativement élevée par rapport, mais parce que t'en as qui gagnent des centaines, voire des millions d'euros par an, parce que c'est des cabinets énormes anglo-saxons et qui brassent énormément d'argent, sauf qu'il y en a quelques-uns qui font monter la moyenne à fond, mais par contre, la plupart des gens, parce que c'est pas le salaire médian, c'est quand même différent, la plupart des gens gagnent même pas, je te dis, alors le SMIC ou plus ou moins le SMIC, tout juste, quoi. Et pour des semaines à 70 heures semaine. C'est comme dans certains sports, je vais pas foot machin, mais il y a des sports dans lesquels vous avez 2-3 mecs qui gagnent énormément, donc on se dit waouh, parce que voilà, mais à côté vous avez des mecs qui galèrent et qui gagnent rien et qui investissent tout leur pognon pour espérer continuer à faire un peu carrière dans ce sport. Donc on est dans le même schéma. Donc effectivement, là tu démarres, tu es plutôt presque assimilé salarié dans ta tête et dans ton état d'esprit. Quand tu arrives dans l'autre cabinet, là, tu deviens vraiment, je dirais, avocat, où c'est, entre guillemets, le client qui te paye. Alors, c'est un double statut. Ouais. Je deviens collaborateur libéral, et c'est-à-dire qu'en gros, je suis sous-traitant d'un cabinet. Ouais. J'ai un cabinet qui me sous-traite un certain nombre de dossiers, en contrepartie de quoi il me rétrocède des honoraires pour un montant fixé d'avance, avec un pourcentage ou pas après sur le chiffre d'affaires, peu importe. Et ensuite, j'ai la possibilité de développer ma clientèle personnelle. Parce que la clientèle que je traite pour le cabinet dans lequel je suis lui appartient juridiquement. Et ensuite, moi, je développe ma clientèle. Et là, c'est le client qui me paye en direct. Alors que de l'autre côté, c'est le client qui paye le cabinet qui me rétrocède une partie des honoraires. Donc, tu as finalement un double fonctionnement et qui fait que si tu arrives à bien développer ton business, à faire du développement client, etc., tu arrives après à développer ta rémunération, à développer ton portefeuille client, ce qui te permet après, puisque le statut de collaborateur est un statut totalement temporaire et qui n'est pas fait pour durer dans le temps, ce qui te permet soit de monter ton cabinet, de dire un jour, voilà, j'ai suffisamment de clients pour vivre tout seul, donc je monte mon cabinet, ou je m'associe avec d'autres personnes, ou j'intègre le cabinet dans lequel je suis et je m'associe au sein de ce cabinet en apportant ma clientèle et en m'associant avec les avocats qui sont associés dans ce cabinet-là. Et ça, c'est ma situation actuelle. Ok, donc
Associé, ça veut dire que tu partages entre guillemets et tout, Voilà. et puis tu récupères aussi une partie En quelque sorte, des c'est ça, revenus ouais. Voilà. du cabinet. Alors c'est parce qu'on n'est pas considéré comme société commerciale, mais comme une entreprise. Ouais. Tu intègres le capital d'une entreprise, tu participes au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise. On est une entreprise, on embauche des salariés, on a des assistantes, on a un comptable, on a des stagiaires, voilà, on les paye et on doit développer notre chiffre d'affaires pour pouvoir faire fleurir notre société d'avocats. Si demain il y a une histoire ou autre et que votre cabinet se casse la figure parce qu'il y en a un qui fait une connerie ou autre, un associé, tu es comme un entrepreneur. Exactement. Quoi. Je suis solidairement tenu. Ouais. Moi, il y a un point qui était important, parce qu'après, on va parler un peu quand même de ta casquette de président, sinon on va passer 1h30 et les gens vont plus nous écouter. Moi, il y avait un point qui était important, c'est ce fameux diplôme universitaire de médiation, parce que pour moi, c'est important, c'est en ayant fait ce diplôme universitaire, tu illustres un peu ce que tu as comme état d'esprit en termes d'avocat. C'est pas le cas de tous les avocats, mais toi, tu as plutôt cet état d'esprit, et c'est aussi ce qui fait que moi j'ai l'impression que des fois je parle pas à un avocat parce que t'as une autre vision des choses. Ouais, en fait j'ai pas du tout une vision contentieuse comme peuvent l'avoir, et comme on peut l'avoir d'ailleurs quand on pense à un avocat. L'avocat, c'est celui qui met sa robe et qui va plaider et qui va se castagner devant moi, le conseil de prud'homme, ou devant toute autre juridiction. En fait moi pas du tout, j'ai été élevé, quand je dis élevé, j'ai été à bonne école, c'est-à-dire que tous les cabinets dans lesquels je suis passé prônaient les issues amiables, indifférents. Un peu, d'ailleurs, on peut faire la comparaison avec le droit anglo-saxon et le droit américain, parce qu'ils sont très portés là-dessus depuis très longtemps. Et donc, j'ai toujours été poussé à négocier. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un contentieux, un litige entre un client et son salarié, on poussait à négocier, à trouver une issue amiable, parce que voilà, une procédure judiciaire, je le dis quand même, c'est minimum 2 ans en première instance, voire après plus 2 ou 3 ans en appel. Donc autant dire que c'est très très long et on n'est jamais sûr de l'issue de la décision. Et il y a des réformes qui sont passées, et aujourd'hui on est obligé plus ou moins de passer par des préalables de conciliation ou de médiation. Et en fait la médiation, moi c'est quelque chose qui très rapidement m'a intéressé, parce que c'est vraiment un état d'esprit qu'on a à aborder un différend entre les parties, parce qu'on se rend compte très très rapidement qu'en réalité, quasiment tout différend vient d'un problème de communication entre les parties. Et donc la médiation, c'est devenir médiateur, c'est devenir un acteur pour essayer de remettre en place la communication entre deux parties à un endroit où la communication a été rompue. Et en fait, moi, je prends toujours cet exemple de la première médiation qui m'a marqué et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de partir là-dedans, parce que je me rends compte que à chaque fois que tu as une décision de justice, il y a forcément quelqu'un qui est déçu, voire les deux qui sont déçus, parce que le juge n'arrive pas forcément à trancher correctement, parce que c'est difficile, c'est un métier très difficile de devoir trancher. Donc, première médiation, on a un salarié qui est licencié et qui conteste son licenciement, qui demande des 1000 et des 100. On fait une médiation et en fait, on se rend compte que l'objet du contentieux, c'était pas la contestation de la rupture du contrat, parce que le salarié était très content d'être parti de la société. C'est qu'en fait, il avait participé à la création d'une collection dans la mode, et qu'il y avait un livre collector qui avait été fait sur cette collection, qui avait été signé par le directeur artistique de l'époque, qui est un directeur très connu dans le monde de la mode, qui avait été dédicacé, et en fait, on lui avait interdit, quand elle avait quitté la société, de partir avec ce livre, qui avait finalement pas une valeur financière, mais une grosse valeur morale. Et on lui a dit non, ça appartient à la société, tu pars sans. Et en fait, on a négocié, on a fait une médiation. La société a reconnu qu'en effet, elle pouvait lui offrir ce livre qui n'avait finalement aucune valeur, juste une valeur morale, mais pas une valeur financière. Et on a pu, du coup, s'en sortir sans aller jusqu'au contentieux. On a mis en pause le contentieux, on est sorti, on a rediscuté dans une salle, on a vraiment dégonflé le ballon, et en fait, on s'en est sorti avec ça. Donc c'est quand même extraordinaire de se dire qu'on peut parfois partir sur 5 ou 10 ans de procédure juste pour un problème finalement entre deux personnes de communication, et parfois juste pour un bouquin. C'est quand même, voilà, c'est ce qui me marque beaucoup dans la médiation, et ce qui fait que de toute façon, moi j'estime, surtout quand on voit que les tribunaux sont complètement engorgés, qu'il vaut mieux partir dans une procédure de médiation qui dans 80 voire 90% des cas va déboucher sur une issue acceptable par tout le monde, plutôt que de partir dans un contentieux où on ne maîtrise absolument pas l'issue. Et avant de passer à cette casquette de président,
moi, je vais juste faire une petite parenthèse sur la manière dont on collabore ensemble. En fait, aujourd'hui, lors de mon installation et au démarrage de mon activité, on a fait appel à moi sur une formation en me disant j'aurais besoin de faire une formation sur le harcèlement moral et harcèlement sexuel. Moi, sur la partie management, je me voyais bien traiter la formation. J'avais effectivement déjà eu des cas en entreprise de déclaration de harcèlement moral, puis bon, on est revenu en arrière, etc. Mais donc j'avais forcément un bagage. Par contre, je ne me sentais pas à l'aise d'y aller tout seul et j'ai fait appel à toi. Et c'est important aussi de dire que tu es intervenu là comme un conseil. En fait, là, on n'est pas dans la plaidoirie, etc. Donc, on est sur le côté conseil. Et depuis, on anime cette formation à deux, qu'on a transformée en e-learning et autres. Et donc, tu es même venu te tester à la caméra. On a fait du montage, etc. Donc, depuis, on a essayé de développer cette activité. Et je sais que ça fait partie des choses que tu veux faire avancer parce que ça va dans le sens de cette médiation aussi. C'est-à-dire qu'au plus on va en amont, au plus on forme les managers, etc., à la limite, toi, c'est un revenu différent de celui du contentieux de la médiation, mais t'en as moins. Forcément, au plus on forme nos salariés... Et on a après des contentieux de meilleure qualité aussi, clairement, entre guillemets, sans vouloir être péjoratif sur le sujet. On est d'accord. Mais clairement, en matière de harcèlement moral et harcèlement sexuel, la médiation a un vrai rôle à jouer. Parce que d'ailleurs, quand j'ai fait mon diplôme universitaire de médiateur, le mémoire que j'ai fait, c'était sur la médiation préventive en entreprise comme outil de management, à tel point que je l'ai fait ça en partenariat avec une autre avocate qui est spécialisée en droit social côté salarié, et on est intimement persuadé que si on met en place ces techniques de médiation au sein du management des entreprises, on pourrait éviter un nombre de, alors je ne parle pas forcément de contentieux, mais en tout cas de litiges internes, de différends internes, mais pour moi c'est hallucinant ce qu'on peut faire avec ça. Et pensons aux victimes, parce que quelque part, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, on va former nos salariés à pompiers d'entreprise, on va former nos salariés à sauveteurs secouristes du travail, donc SST, à l'habilitation électrique, mais on ne va pas former les gens au harcèlement moral et sexuel. Alors nous, en plus, et voilà, je fais un petit peu de pub après tout, il n'y a pas de mal à ça. L'idée, c'est de dire qu'on a voulu créer notre formation, tourner vers de l'opérationnalité. Et comme tu es un avocat dans ce schéma-là, ça passe très bien. Et c'est pour ça qu'une partie de notre formation, elle est tournée sur... On dédramatise l'idée du harcèlement moral parce qu'il ne faut pas non plus y voir tout le temps du harcèlement moral ou sexuel partout. Mais aussi, on explique que des fois, ça ne se joue à rien. Des fois, juste une excuse et on s'arrête là et on passe à autre chose. Mais donc, il faut être capable en tant que manager de percevoir, il faut être capable en tant que manager de faire du feedback, d'écouter, d'être dans l'écoute active. Donc, c'est ce sur quoi on forme aussi. Quand on forme au harcèlement moral et sexuel, on est vraiment dans cette dynamique-là. On aurait plein de trucs à dire encore sur ton métier d'avocat, mais on va faire le petit passage vers la casquette de président pour expliquer un petit peu à ton âge parce que tu es jeune. Alors, dans des associations, on peut être très jeune, mais là, tu es entouré de personnes un peu plus, voire plus âgé que toi. Je dois être le deuxième plus jeune, je crois. Voilà, parce qu'entrepreneurs, il y en a plusieurs. Enfin, en tout cas, ceux qui sont dans le club à Mouveau sont plus âgés. Tu as été, en fait, membre, parmi les membres fondateurs de cette association qui s'est créée en 2019. Alors, on a commencé à y réfléchir en mai 2019. Et on a déposé officiellement les statuts et créé au 1er janvier 2020. Ouais. Juste avant le Covid. D'ailleurs, ça fait partie, je pense, mon premier, c'est juste avant le Covid. Ouais, exactement. C'était les trucs où on se voyait encore, puis après on a fait, hop, on se voit plus. Voilà. On se voit en visio. Et donc, en quelques mots, ça consiste en quoi un club d'entrepreneurs ? Écoute, tout est parti de l'idée de se dire qu'à Mouveau, puisque j'habite à Mouveau comme toi, et on a fait le constat de se dire qu'il y avait énormément d'entrepreneurs, mais vraiment un nombre très très important d'entrepreneurs à Mouveau, et qu'on ne savait pas les recenser, qu'on ne savait pas qui était entrepreneur et qui faisait quoi au sein de la ville de Mouveau. Et on s'est dit... tiens, on aimerait mettre en place un club d'entrepreneurs comme ce qui existe déjà ailleurs, comme à Tourcoing, comme à Lambersart, qui ont été un peu précurseurs sur le sujet, de pouvoir mettre en commun et mettre en relation les entrepreneurs du coin
pour finalement promouvoir une sorte de circuit court de l'entrepreneuriat, en se disant, bah tiens, quand j'ai besoin d'un entrepreneur, autant aller voir quelqu'un qui habite dans ma rue plutôt que quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, et de se dire, tiens, bah mon voisin, il crée des sites internet, j'ai besoin de faire un site internet, je préfère aller voir mon voisin. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est de se dire aussi, la vie d'entrepreneur, c'est pas une vie évidente. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Et moi aussi, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai beau être avocat, je suis également entrepreneur. Et on a voulu mettre en place un système pour rompre l'isolement de l'entrepreneur. De se dire, tiens, l'entrepreneur, souvent, il est tout seul chez lui. Pas toujours, évidemment, mais il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs individuels. Et il a pu cette ambiance un peu de collègue de travail. Et on avait mis en place, d'ailleurs au tout début, avant qu'on soit coupé par le Covid, une sorte de permanence, de coworking, de remise de l'ambiance des collègues à côté de la machine à café. Donc on crée une permanence dans une salle de la mairie pour se retrouver régulièrement. Un tiers-lieu en fait. Un tiers-lieu, tout simplement, pour avoir un moment où on pouvait partager ces moments, ces difficultés et se dire, bah tiens, moi j'ai telle problématique dans ma vie pro, qu'est-ce que t'en penses toi en tant qu'entrepreneur? Et c'est vraiment la base de la création et l'ADN de la création du Club des Moveurs. Et une précision dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on va prendre mon exemple. Moi j'ai ma société qui est domiciliée à Tourcoing, mais je vis à Mouveau. Et quand tu dis c'est difficile de recenser les Mouvalois qui sont, ou Mouvaloises qui sont des entrepreneurs ou entrepreneuses, c'est parce que savoir que la personne qui habite dans telle maison, elle a son entreprise à Lille ou à Tourcoing ou autre, c'est difficile. Donc effectivement, pour être dans un club d'entrepreneurs, la plupart du temps, en tout cas c'est ce que les Moveurs voulaient, c'est soit on a notre entreprise domiciliée à Mouveau, soit on vit à Mouveau. Voilà, l'idée c'était ça. Et à l'époque, moi je me suis rendu compte que dans ma rue, j'avais 2 entrepreneuses qui habitaient juste là et qu'on se croisait à la boulangerie le dimanche et qu'on ne se connaissait même pas. Donc c'est quand même top, tu vois. Et j'ai fait des super rencontres et j'ai lié maintenant des amitiés avec des gens pour qui j'aurais eu aucune amitié si on ne s'était pas rencontrés via un club, parce qu'on est hyper, pour nous c'est la convivialité avant tout. On se prend pas la tête, on met en place des choses pour aider les entrepreneurs, des ateliers, des after-work, des marches, des déjeuners, voilà, des choses très conviviales, mais tout ça pour vraiment promouvoir ce lien local de l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager, de te lancer en tant que bénévole, parce que tu aurais pu, comme moi, profiter du club et rester un peu en dehors? Bah écoute, quand on a eu la première réunion de lancement, donc il y a Delphine Willaume qui était à l'origine de la création notamment, et qui a demandé des bonnes volontés pour créer, parce qu'en fait on partait de rien, on partait d'une feuille blanche, et donc je me suis dit bon, pourquoi pas, je note mon nom sur la feuille, on verra bien ce qu'il en ressort, etc. Et puis finalement, on s'est retrouvé à au moins on était bien de 12, je pense, 12 ou 13 à se retrouver à une réunion de lancement. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas donner du temps pour créer ce genre d'association, parce qu'il y a un vrai besoin, parce que c'est bien aussi de donner de son temps gratuitement, parce qu'on est tous bénévoles dans l'association évidemment. Et puis bon, faut quand même le dire, j'ai un terreau familial très porté sur le bénévolat, donc je me suis dit pourquoi pas commencer par là et me trouver du temps, parce que j'ai un agenda très chargé comme tout le monde, mais je me suis dit il faut que j'arrive à consacrer du temps pour les autres aussi. Et donc c'est comme ça que je me suis dit tiens, je vais faire partie des membres fondateurs, et ça a été une super expérience. Et c'est en plus hyper formateur, franchement, que de participer à la création d'une association, de toute association qui soit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui font partie d'associations et qui savent que la vie d'une association, c'est pas un long fleuve tranquille. Oh non. Et donc on va réexpliquer. Delphine, effectivement, était la présidente au démarrage. Tu faisais partie des membres fondateurs avec d'autres membres du bureau. Et dernièrement, Delphine t'a passé la main, et donc tu es devenu président. Au 1er janvier 2022, j'ai eu le grand honneur d'être élu à l'unanimité du jury, monsieur le président. On a voté. Je pense que ça a été truqué. À mon avis, il y en a qui ont bourré les
les urnes, c'est sûr. Non, ça a été... Voilà, d'abord, on m'a demandé si je voulais bien le faire parce que c'est quand même une vraie charge d'être président d'une association. On est aujourd'hui 40 membres et c'est une association qu'il faut faire vivre. Et on a un bureau de 9 membres actifs. Donc, il faut faire vivre l'association. Et puis, je me suis dit, après tout, il faut y mettre la main à la pâte. Delphine avait fait les 2 premières années, Covid, etc. Ça avait été très compliqué. Il fallait aussi participer à l'édifice. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas, je prends la présidence pendant 1 an et je suis ravi de le faire d'ailleurs. C'est super, au quotidien, c'est une super expérience. C'est pas toujours évident parce qu'il faut aussi manager des équipes, manager un bureau et puis surtout être moteur vers les autres et vers l'extérieur et puis faire vivre cette association au quotidien. Mais c'est quelque chose, je suis très, très honoré d'ailleurs qu'on me l'ait proposé et qu'on m'ait élu président et je suis ravi de le faire au quotidien. Et je pense que si on te l'a proposé, si ça t'est arrivé entre guillemets à ton âge, c'est aussi ce côté médiateur, ce côté plutôt jovial et autres. Et peut-être, tiens, je n'ai pas parlé de cette anecdote, mais quand on a fait notre formation la première fois, on était en visio parce que Covid et compagnie oblige. Et donc, je me présente, etc., en tant que consultant, tout ça, et je présente François. Et tu pouvais être là que le matin. Donc, après l'après-midi, on mange tout ça, on se reconnecte avec les gens, et donc François n'est plus là. Et je dis à tout le monde, bon, vous avez bien cru à la blague, hein. Il n'était pas avocat. Vous voyez, un mec comme ça, c'est pas un avocat. Tu me l'avais pas dit, ça. Parce qu'ils étaient dans le cliché. On est dans le cliché, tu vois, l'avocat, c'est le monsieur, tout ça, machin, qui parle. Alors que toi, tu parles simplement, et c'est ce que j'aime aussi. Hein. Quand je dis on est dans le cliché, c'est pas ce que moi je pense, c'est que les gens, en général, ils mettent une étiquette, comme on dit consultant, machin, c'est le mec, il met des PowerPoint et tout ça. Voilà, bref. Et donc, ils ont dit, ah bah ouais, on se doutait bien qu'il n'était pas avocat et tout ça. Et après, j'ai dû dire, mince, ma blague, elle a marché. Donc, j'ai dû leur dire, non, il est vraiment avocat. Mais voilà, c'est comme quoi, enlever l'étiquette de l'avocat, c'est pas celui qui a tout le temps la robe sur lui et compagnie. Non, mais c'est important, justement, de le dire. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir un discours qui est entendable par tout le monde, parce que le droit, c'est tellement compliqué et c'est tellement chiant, on peut se le dire quand même entre nous, que c'est hyper important d'être accessible et de montrer que on peut avoir accès à un avocat sans que ça coûte forcément les yeux de la tête et surtout sans que ce soit inaccessible et que ce soit quelqu'un qui nous parle dans un langage totalement incompréhensible. Et des fois, on fait appel à toi trop tard, c'est-à-dire que les gens pensant que c'est très cher, enfin à toi, à la profession, pensant que c'est très cher, attendent le dernier moment, notamment sur le droit social, alors que des fois, pour envoyer un courrier, pour essayer de négocier, etc., il ferait mieux de le faire en amont. Ça leur coûterait peut-être 200 ou 300 €, j'en sais rien. Et des fois, peut-être même juste un conseil gratuit de bon, allez, c'est bon pour cette fois, je laisse passer parce que derrière, je sais que voilà. Et au fond, ils attendent et après, ils arrivent au contentieux. Ouais. Et là, ça peut coûter beaucoup plus cher. Oui, voilà, c'est plus long, ça coûte plus cher et ainsi de suite. Pour terminer sur les movers et puis après terminer tout court, comment tu vois le côté, parce que c'est aussi le sujet, club d'entrepreneurs, est-ce qu'il y a vocation pour toi, puisqu'il y a un petit avenir là, qui s'est présenté, alors on est au mois de juin, quand on enregistre, ça va être diffusé après l'été, mais la MEL, donc la métropole européenne de Lille, donc la métropole lilloise, fait bouger un petit peu les clubs d'entrepreneurs et je trouve ça bien parce qu'elle participe à cette sortie de l'isolement. Comment tu vois l'avenir de ces clubs d'entrepreneurs c'est même la MEL, pour être très précis, c'est la MEL et la CCI. D'accord. On a eu l'opportunité d'intégrer avec les movers ce qu'on appelle l'interclub des clubs d'entrepreneurs de la métropole lilloise et on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément, des clubs thématiques, des clubs géographiques, plein de clubs différents. Aujourd'hui, on est, je crois, 24 ou 25 clubs quand même adhérents, donc c'est quand même énorme. Et justement, je trouve que pour moi, l'avenir des clubs d'entrepreneurs, c'est l'interconnexion entre nous. Parce que entre entrepreneurs, on a besoin de se connecter les uns aux autres, on a besoin de se rendre des services, on en chie quand même au quotidien dans notre activité professionnelle, donc on a besoin de pouvoir le soir, le week-end, à un moment donné, se dire tiens, je peux appeler un tel dans le bâtiment, j'ai un problème avec mon bâtiment professionnel, j'ai un problème en droit, je peux appeler François, lui passer un petit coup de fil, un petit texto, sans que ça engendre derrière des choses hyper importantes. Et moi, c'est ça que je vois à l'avenir, c'est développer les synergies entre entrepreneurs, entre différents clubs de la métropole lilloise et d'ailleurs, pour pouvoir justement augmenter les possibilités de contact et accessoirement,
Mais en fait, c'est pas accessoire, le business aussi qui va derrière. Puisqu'il faut pas oublier qu'on est là aussi pour gagner notre vie et que si on fait partie de club d'entrepreneurs, même si on est bénévole et qu'on donne son temps gratuitement, derrière, évidemment, on a besoin d'en vivre. On a besoin de faire tourner nos cabinets, nos entreprises, tout ce qui nous fait vivre au quotidien pour pouvoir payer nos factures. Et donc, c'est ça aussi qu'on vient chercher. Et donc, tourner vraiment ce côté, nous, chez les movers, ce côté convivial, tout en étant aussi dans un côté business. Parce qu'on est là pour faire du business, on va pas se le cacher. Tu as raison, puis il faut payer nos charges et tout. Enfin, je veux dire, à la fin de l'année, c'est pas... Enfin, si je prends mon exemple, c'est pas pour je me gagne un salaire beaucoup moins important que ce que j'avais comme salarié. Donc, ce que je gagne comme argent est avant tout là pour payer les charges. Ça, c'est le premier truc. De toute façon, quoi qu'il en soit, les charges, elles tomberont. Hein. Le salaire, à la limite pas, mais les charges, elles tomberont. Et donc, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, on bosse ensemble, donc déjà c'est une rencontre. Je bosse avec Gilles Didier, de mon petit marché public, petit clin d'œil. Ce sera, normalement vous pourrez écouter, il y a un épisode qui a déjà été diffusé. Par exemple là, avec Mathieu aussi, de Squid Consulting, petit clin d'œil aussi. J'ai une recommandation, j'ai aidé une ancienne collègue via Garance, qui est aussi... voilà, donc on va pas citer tout le monde, mais en tout cas, je pense qu'il y a des synergies importantes, et là où tu as raison, c'est que je pense que c'est l'avenir. Clairement, c'est l'avenir. Le fait d'être dans ce circuit court, d'éviter d'aller à Pétaouchnok ou d'aller chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors qu'au fond, à côté de soi, il y a quelqu'un qui peut dire « si, je le connais par le lien de un tel ou un tel ». Pour terminer, moi, il me reste des questions quand même. Donc, sous la robe, tout nu ou pas? Ça, c'est un mythe. Mince, de toute façon, les hommes ont leurs pantalons qui dépassent de la robe. Les femmes, tu pourras avoir tout le... pourras penser ce que tu veux, mais non. Donc, est-ce que tu as déjà... autre question, est-ce que tu as déjà plaidé en Bermuda? Non. Ah non. Bon, voilà, ça, ce serait extrêmement mal vu par le magistrat. C'était une Quoique plaisanterie. caché derrière le pupitre, ça se verrait peut-être pas. Et donc, tu dois pas connaître le code du travail par cœur? Ah mais si, je le connais par cœur. D'ailleurs, il est sur ma table de nuit. Article 1152-2, s'il te plaît. Ça, c'est le harcèlement moral. Oh, punaise, comment ça se fait que je l'ai en tête? C'est bizarre. C'est très, très bizarre. Ah non, et ça, c'est un mythe, un vrai mythe. Le nombre de fois pendant mes études et après, on m'a dit « Mais le code civil, tu le connais par cœur ?» Non. Je pense que je connais peut-être 1 ou 2 articles par cœur, et encore maintenant, je ne les connais plus. Et dans le code du travail, à force d'en utiliser certains, évidemment qu'il y en a que je connais, mais quel est l'intérêt, sincèrement, de réciter par cœur un article du code du travail? Aucun. Donc non, ça c'est un mythe. Et dernier truc, tu dois repasser ta robe d'avocat? C'est un truc, ça se repasse? Non, je la repasse jamais. Je la mets sur un cintre et j'essaye de pas trop la froisser. Genre, on se dire, les mecs qui finissent... Alors juste pour la petite histoire, on est vendredi, il est 19h05 puisque j'ai l'heure là-bas sur le... Et franchement, on termine comme on peut, sur une jambe, sur machin. Et puis, j'avais promis à François que s'il acceptait de venir un vendredi soir comme ça et tout, je faisais son petit rituel du vendredi soir. A priori, il n'est pas nordiste pour rien. Il aime la bière, ce qui n'est pas mon cas du tout, mais je vais lui offrir sa bière. Elle est prête, elle est au frais là-bas. Ah, ça c'est sympa, je ne vais pas dire non. On va terminer là-dessus. J'espère qu'on vous donne l'eau à la bouche et que... Alors bon, si vous écoutez le podcast le matin, n'allez pas chercher une bière, mais en tout cas, voilà, si c'est le soir, vous pouvez y aller. François, merci beaucoup. Et je suis toujours dispo pour boire une bière avec les potes. Vous avez entendu. François, merci beaucoup pour ce moment, Fred. Parce que ça a été top. Et si on a pu enlever cette étiquette sur l'avocat, je me rends compte que de plus en plus, c'est un truc que j'aime bien faire. Parce que moi, des fois, on me colle une étiquette en disant « Tu fais quoi comme métier ?» Mais sauf que c'est compliqué. Je fais plein de trucs. Donc voilà, podcast, formation, trucs. Et les gens disent des fois, c'est trop. Bah non, en fait, je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui me vient. Donc voilà, arrêtons de coller les étiquettes. Nos enfants auront de moins en moins ce genre d'étiquettes. On dira plus t'as fait tel métier, c'est j'ai fait ça pendant un temps, j'ai fait ça. Donc commençons à nous adapter et enlevons les étiquettes, qu'elles soient des étiquettes clichés, des étiquettes qu'est-ce que tu fais. Là aujourd'hui tu es avocat et tu fais en même temps de la médiation, de la formation, du conseil et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas que plaider, c'est pas que rouler en Ferrari. Non, surtout pas. Que les week-ends où tu vas dans les vieilles voitures de collection et que... Et c'est pas des Ferrari. Oh merde, c'est pas drôle. Bon, écoute, il est temps d'aller boire pour moi parce que j'ai la gorge très sèche et une bière pour toi. Avec plaisir. Pas de problème, merci Fred. Au plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.